Chers téléspectateurs, bonjour. L'horizon semble de plus en plus s'éclaircir pour ce qui est de l'élection présidentielle de 2021. Ce scrutin majeur livre déjà ses potentiels challengers dans un contexte relativement indécis. En tout cas, Frédéric Joël Aïvo annonce déjà les couleurs et multiplie les contacts pour donner corps à son ambition de briguer le fauteuil présidentiel. A-t-il les moyens de concrétiser son rêve et provoquer l'alternance à la tête du pays? Autant de questions qui trottent dans les esprits et auxquelles tenteront de répondre mes chroniqueurs déjà en plateau. En deuxième sujet, nous aborderons la question de l'inondation qui s'annonce comme un test grandeur nature pour certains nouveaux maires. Ont-ils les moyens de résoudre cette sempiternelle équation là où leurs prédécesseurs ont échoué? La réponse, c'est au cours du grand débat qui suivra le jingle que voici. Et pour aborder les deux sujets que je viens d'annoncer, j'ai un plateau Alphonse Moïse Souré, bonjour. Bonjour à vous Gabin, bonjour à tous. Et face à vous, pour faire le débat, Prudent Nasseu, bonjour. Bonjour Gabin, bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes venu avec un bon sourire ce matin. C'est vendredi. Merci. Merci de répondre donc à notre invitation et nous allons commencer avec vous à aborder ces deux sujets et j'attends déjà vos notes pour cette actualité relative à la probable candidature du professeur de droit Frédéric Joël Aïvo. Quelle est votre note, Prudent Nasseu? Vous avez donné 6. Alphonse Moïse Souré. 6 également. Alors, je vais commencer par vous, Prudent Nasseu. Et qu'est-ce qui, déjà, selon vous, pourrait justifier cette ambition que nourrit de plus en plus le professeur de droit, professeur des facultés de droit, Frédéric Joël Aïvo? Ambitionner de siéger dans le fauteuil présidentiel, je dis, c'est une ambition noble. Et quand on prend le professeur Joël Aïvo, sur le plan intellectuel, il jouit d'une grande capacité, professeur à l'université, donc constitutionnaliste, chevronné, qui enseigne le droit constitutionnel à l'université et conseille beaucoup de pays africains en la matière. Je pense que c'est une ambition noble qu'il nourrit pour son pays. Parce que quand on dit la Constitution, c'est le fondement même de la République ou des États africains. Et ayant la pratique constitutionnelle, il se dit, il faut que je sois peut-être aux manettes pour impulser les fondamentaux de l'assise démocratique à notre pays, le Bénin. Un pays qui, par le passé, était désigné comme le miroir de la démocratie. Le berceau de la démocratie. Le berceau de la démocratie. Et qu'au fil des années, nous avons commencé justement par perdre cet ancrage du fait que, parce que la démocratie repose sur des indices d'évaluation, et certains organismes sur un certain nombre de plans, donc de liberté démocratique et autres, nous ont mal noté ces dernières années. Donc, c'est une marche en fait, la démocratie est une marche. Cette marche se trouve dans notre pays à un niveau où peut-être il ambitionne de prendre le pouvoir pour apporter sa contribution, je dirais, au retour de ces valeurs démocratiques. Donc, ambition noble pour lui, il a les capacités, mais quand on voit un peu l'ancrage juridique qui organise les élections au Bénin, on se demande s'il pourra, parce qu'il y a le critère de parrainage, si on s'en tient. D'accord, on va aborder justement cette question, Président Nasseu. Alphonse Moïse Souré, le professeur Frédéric Joël Aïvo, qui ne cache pas ses positions vis-à-vis du régime, on le voit particulièrement amer sur certains sujets d'actualité, mais depuis quelque temps, l'homme multiplie les contacts, on l'a vu aux côtés de certains sages à Porto Novo. Il a été annoncé également de l'autre côté de Parakou, mais également à Saverne où il a tenu le même discours. Qu'est-ce qui, selon vous, fonde cette ambition? Qu'est-ce qui pourrait amener ce professeur-là à croire en ce rêve de provoquer l'alternance au pouvoir en 2021? Non, si vous suivez un peu les prises de positions intellectuelles du professeur, c'est qu'il est soucieux de l'avenir de son pays. Il décide de participer au développement de son pays. Et d'abord, moi, je salue son courage.
Parce que quand vous voyez l'arsenal juridique élaboré actuellement au pays, il faut être vraiment courageux pour se dire qu'on sera candidat. Parce que, Prudent l'a rappelé, le système de parrainage, aujourd'hui, tout est contre lui sur ce plan-là. Il n'est né de l'UP. D'aucuns disent que c'est pour faire le buzz. Est-ce que vous ne pensez pas que non, c'est pas pour faire le buzz. Vous savez, pour... j'ai toujours dit, le président Talon, quand il venait au pouvoir en 2016, n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous connaissons tous le mode de fonctionnement de nos députés. Donc, on ne peut pas dire tout de go qu'il est impossible au professeur Joël Aïvo d'avoir les 16 signatures dont il a besoin pour valider sa candidature. Si, entre-temps, on ne décide pas de corser à nouveau le code électoral. Alors, vous pensez qu'il a les moyens aujourd'hui, oui, compte tenu de la configuration politique du pays, il a les moyens parce que de retrouver les 16 qui vous signatures. dit qu'il ne sera pas présenté par l'un de ces partis-là? Nous sommes dans un pays où de jour en jour, il y a des surprises. Qui vous dit qu'il ne sera pas présenté par le BR ou par la FCBE? Le BR. Mais oui, pour qui vous dit que ce n'est pas possible? Nous sommes sur un terrain politique. Et en décidant de faire le tour pratiquement du Bénin, en prenant des contacts, il sait sur quel levier il est en train de jouer. Quelque part, tout homme politique a un fief. Même si aujourd'hui on dit que c'est des partis à envergure nationale, il sait pourquoi il prend des contacts. Il se rapproche des gens qui ont l'expérience, qui peuvent l'encourager. N'oubliez pas que nous sommes à 10 mois de l'élection présidentielle. Il a déjà annoncé les couleurs. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'âge du professeur Joël Aïvo, il s'adresse à une tranche bien donnée. Tout le temps, c'est les gens de sa génération qui ont fait les hommes politiques. C'est eux qui vont sur le terrain, c'est eux qui font la campagne, c'est eux qui font tout ce que nous voyons sur le terrain avant qu'un homme ne soit élu. Donc, aujourd'hui, il jette un clin d'œil aux jeunes de 18 ans à 50 ans, parce qu'il est de cette tranche d'âge-là, pour dire, nous n'allons pas toujours faire des autres présidents de la République. Nous-mêmes, nous pouvons gérer. Donc moi, je salue cette détermination-là, et il fait déjà le tout. Quand il va finir de faire le tout, il fera une bonne moisson, il fera le point. Est-ce qu'il faut continuer ou bien est-ce qu'il faut rebrousser chemin? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut rebrousser chemin? La grande question, c'est de demander, beaucoup se demandent d'ailleurs comment est-ce qu'il parviendra à formaliser cette candidature, parce que Frédéric Joël Aïvo, qu'on ne l'oublie pas, il est aujourd'hui sans parti politique. On l'a vu militer au sein du parti du Renouveau démocratique aux côtés de Maître Adrien Ngouillet pendant plusieurs années. Et depuis quelques années, justement, il a rompu les amarres avec cette formation politique-là. Depuis, il n'a plus militer dans un parti de façon formelle. Aujourd'hui, avec le système politique actuel, vous abordiez tout à l'heure la question, Joël Aïvo pourra-t-il se faire porter par une formation politique? Je n'ai pas du tout de doute là-dessus, dans la mesure où il faut voir la prochaine élection présidentielle comme une nouvelle expérience démocratique que nous allons faire, parce que quand on s'en tient au code électoral, c'est un duo qui candidate pour le fauteuil. Et donc, vu sous cet angle, il est en train de se faire valoir. En prenant des contacts sur toutes les zones du territoire national, il n'est pas du tout exclu qu'il puisse, justement, à défaut d'avoir, de conduire... Mais il se positionne comme candidat de l'opposition. L'opposition qui aujourd'hui est représentée dans l'échiquier, sur l'échiquier politique par les FCBE. FCBE détenteur de la partie FCBE détenteur de 7 communes sur les 7 donc 7, mais éventuellement sur les 16 signatures requises pour valider la candidature. Les autres formations politiques sont pratiquement out. Comment est-ce qu'il pourra, dans ce cas de figure-là, par quelle alchimie vous trouvez que Joël Aïvo pourra parvenir à ses fins? C'est ce que je disais. L'opposition, ce n'est pas une fin en soi. Et quand on aspire à prendre le fauteuil présidentiel, c'est qu'on veut vendre quelque chose. On a un projet de société, on a des ambitions pour son pays. Et donc, vu sur ce temps... Les ambitions ne suffisent pas. Oui, il faut forcément... C'est là où je voulais en venir. Voilà. Vu sur cet angle, vous savez qu'il y a aujourd'hui 2 formations politiques au niveau de la mouvance présidentielle. En tout cas, qui ont une assise nationale, si on s'en tient aux 2 dernières élections, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Oui. Si nous supposons que le président actuel, Patrice Talon, sera candidat pour sa réélection en 2021, c'est sûr qu'il sera candidat sur la liste d'un parti politique. La deuxième formation politique est là. Donc, un casting peut être fait à ce niveau. Ce n'est pas exclu. Mieux, vous dites qu'il y a... Ce n'est pas exclu non plus que la deuxième formation politique dont vous parlez puisse avoir son candidat. Le casting dont je parle, oui. On aura 4 personnalités fortes pour conduire ces 2 listes-là. Tout à fait. Donc, on aura 4 personnalités. Ce n'est pas exclu qu'ils puissent se retrouver dans ce casting. Et si nous élargissons le champ
aux partis de l'opposition, notamment les Forces Cori pour un Bénin émergent qui sont arrivés 3e à l'issue des dernières élections communales, il n'est pas exclu que cette formation politique-là puisse aussi positionner les 2 candidats. Le duo présidentiel, ça fera 6. Donc, dans le casting de 6 personnalités, il n'est pas du tout exclu que Joël Aïvo puisse faire valoir ses compétences et se retrouver donc sur la ligne de départ. Et aujourd'hui, il est aussi envisagé la possibilité de la relecture du code électoral parce que lors de la dernière visite du chef de l'État avec les partis politiques, des jeunes ont fait ce plaidoyer-là, beaucoup de partis politiques ont fait ce plaidoyer. Le président de la République, Patrice Talon, n'a pas exclu la possibilité donc de relecture du code électoral, surtout pour sauter le verrou de parrainage. Vous avez également suivi cette sortie, cette interview accordée à nos confrères par l'honorable Adam Bagoudou. Il dit qu'il n'y a pas eu de problème au niveau des tests. Non, mais Adam Bagoudou ne décide pas, puisque Adam Bagoudou est un député de la mouvance. Et quand le président de la République, père de la nation, accède à un désir ou un vœu de ses concitoyens, notamment des chefs de partis politiques, je vois que Adam Bagoudou n'a pas voix au chapitre. En tout cas, il n'était pas à cette réunion où les représentants des partis légalement constitués ont fait ce plaidoyer. Le président leur a dit en son temps, si vous mettez sur la table des critères objectifs et vous démontrez que ça va nous créer des problèmes, nous allons y aller. Et je demanderai à mes députés de le faire. Et donc, Bagoudou, en tant que député, je pense qu'en son temps, si l'initiative vient du chef de l'État, il va se plier. D'accord, si l'initiative vient du chef de l'État, il va se plier. Cela voudra dire que Frédéric Joël Aïvo pourrait peut-être voir sa candidature facilitée ou favorisée par le chef de l'État. Vous parlez tout à l'heure qu'il pourrait se faire porter par le Bloc républicain, une formation politique qui soutient les actions du chef de l'État. Mais si vous faites la lecture aujourd'hui, oui. Vous pensez que entre l'UP et le BR, c'est pas la nuit de noces, hein? C'est pas la nuit de noces, c'est pas la nuit de noces. Et cette opposition qui ne dit pas son nom entre les 2 partis peut favoriser la candidature de Joël Aïvo. Parce qu'aujourd'hui, l'UP par rapport au BR se réclame être le plus grand parti. D'abord, ça pose un problème. Et quand le schéma que vous semblez décrire là n'est pas impossible. Vu le discours du potentiel candidat, Joël Aïvo qui peint totalement en noir la gouvernance. Il ne peint pas totalement, il ne peint pas. Voilà, on appelle ça débat intellectuel. Oui. C'est des débats intellectuels qu'on met. Il n'a jamais sur certains sujets. C'est clair, en tant qu'université, oui. En tant que formateur des futurs cadres du pays, il doit dire ce qui est. Et je vous ai dit, c'est pas partout qu'on fait de la politique. En milieu intellectuel, on ne fait pas de la politique. Avec la science, on ne triche pas. Donc je disais, cette guerre de chapelle entre l'Union progressiste et le Bloc républicain pourrait profiter au candidat Joël Aïvo. Et derrière Joël Aïvo, ce n'est pas seulement les hommes politiques. Il y a que, vous savez très bien que dans notre pays, pour être candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas seulement les hommes politiques. Il y a des forces économiques derrière vous. Donc, aujourd'hui, Joël Aïvo pourrait... Et parlant de forces politiques de l'ombre qui peut-être ont intérêt à tirer les ficelles, qui trouvez-vous derrière cette candidature? Vous savez, le président Patrice Talon sait très bien qu'il ne peut pas faire confiance aux 82 députés qui lui restent. Il le sait très bien. Il sait très bien que les 82 députés ne lui sont pas fidèles. Il le sait. Donc, à un moment donné, 16 parmi eux peuvent offrir. Donc, on peut assister à une redistribution de la carte, des cartes au niveau de l'échiquier politique. Regardez depuis 1990, à la veille de chaque élection présidentielle, où il y a des revirements, des gens qui changent de camp. Ça pourrait arriver parce que le président Patrice Talon est un homme d'honneur et qui a dit, qui a répété à qui veut l'entendre qu'il fera un mandat unique. Donc, les jeux sont... à l'heure du jour. Écoutez, jusqu'à nouveau désordre, c'est vrai que le président ne nous a pas encore dit d'entretenir le suspense. Très bien. Donc, s'il respecte la parole donnée, c'est que le boulevard est ouvert. Le boulevard est ouvert et les députés iront vers celui qui leur donne une certaine sécurité politique. C'est ça la question. Si le professeur Joël Aïvo aujourd'hui peut fédérer les énergies, si les gens se retrouvent à travers son projet de société, à travers sa politique, ils iront tranquillement vers lui. Sans qu'on ne modifie le code électoral, il obtiendra. Parce que en faisant le tour du Bénin, c'est justement qu'il est en train de mobiliser autour de lui des forces pouvant lui permettre d'avoir les 16 parrains qu'il lui faut pour valider sa candidature. Voilà, obtenir les 16 parrains qu'il lui faut pour valider sa candidature, c'est le premier défi qui se pose à Frédéric Joël Aïvo aujourd'hui. Mais supposons que Frédéric Joël Aïvo était candidat, il se retrouvera certainement face éventuellement à un certain Patrice Talon, grandissime favori avec la configuration politique des choses actuellement.
Est-ce que vous trouvez que Frédéric Joël Aïvo a les moyens de provoquer l'alternance au sommet de l'État en 2021, à l'issue des présidentielles de 2021? Il a toutes ses chances. Il a toutes ses chances, d'autant que quand on voit le président actuel, Patrice Talon, il est d'une génération. Et quand on voit Aïvo Joël est d'une génération aussi. C'est une éminence grise. Donc, en réalité, c'est encore aux Béninois de décider de qui pourrait justement être leur président en 2021. C'est clair que Patrice Talon aujourd'hui, quand on voit un peu tout ce qui est fait sur le plan politique en matière donc des réformes politiques, on peut dire qu'il part avec un avantage. Mais n'oublions pas que la discrimination qui a été faite aux grandes formations politiques ne sera pas de mise pour la présidentielle, parce qu'il n'y aura pas de critère de 10%, donc il n'y aura pas... Et ce sont les citoyens qui feront le prochain président. Toujours est-il que Patrice Talon peut aussi surprendre en 2021, n'ayant pas jusque-là, même si il se dit qu'il a pu confirmer à ses proches qu'il revient en 2021, il ne l'a pas encore dit officiellement. Donc le suspense est toujours maintenu et il peut aussi surprendre à la dernière minute en disant je n'y vais pas. Mais nous savons aussi quel est le respect qu'il voue aux intellectuels, à commencer par Djogbenou. Donc je ne pense pas que le président Talon manquerait d'admiration pour Joël Aïvo qui, de toute, je dirais, son expérience, a montré quand même une certaine probité jusque-là et de grandes capacités dans la prise de position. Il a une posture donc de présidentiable. D'accord. Vous parlez des atouts, vous parlez de sa jeunesse, de sa capacité intellectuelle, de sa probité, de sa force de caractère dans la gestion des choses. Mais quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui fonde la candidature de Joël Aïvo n'est pas dû au silence de l'opposition, à la mauvaise organisation de cette opposition qui, visiblement, ne prend pas d'initiative, manque de courage politique? Non, vous savez, et pour affronter Patrice Talon, il ne faut pas choisir quelqu'un de la vieille classe politique. Parce que le président Patrice Talon connaît leur mode opératoire. Il connaît leur mode opératoire. Donc, il faut une nouvelle tête. Il faut une figure nouvelle, comme Joël Aïvo. Est-ce qu'il ne profite pas également de cette décision de la Cour qui désormais confirme l'arrêté qui interdit la délivrance d'actes d'autorité aux personnes contraintes à l'exil? Voilà, Sébastien Germain à Javon, Komi Koutié. Tout ce qui concourt au choix de Joël Aïvo. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, même si aujourd'hui le chef de l'État dit rentrer au Bénin, il ne peut plus avoir des actes administratifs pour se présenter. Mais Joël Aïvo, lui, il est encore là, il peut le faire et il peut fédérer les énergies. Il a les capacités intellectuelles pour diriger ce pays. Maintenant, si le président Patrice Talon devrait partir, il faut qu'il fasse le bon choix. Parce que si il choisit... Vous trouvez qu'il pourrait être son dauphin? Le Patrice Talon? En politique, tout est possible. Bon, en politique, tout est possible. Hein. Dauphin, ce n'est pas évident parce que si jusque-là, au niveau des grandes formations politiques qui soutiennent l'action du chef de l'État, on n'a pas clairement, je dirais, présenté quelqu'un comme dauphin du président, ce n'est pas évident que on aille le chercher. Mais c'est une question de confiance. Si le chef de l'État, en son absence, on ne peut jamais tenir un conseil des ministres, c'est qu'il n'en fait confiance à personne. Donc, pour assurer ses arrières, il faut qu'il trouve quelqu'un qui puisse... Un neutre. D'accord, on verra bien si la suite des choses va vous donner raison. De toute façon, nous sommes encore à quelques mois des élections, des fatidiques élections présidentielles. On attendra ce que les jours à venir vont nous réserver. On abordera avec votre permission cette deuxième actualité liée à l'actualité, à l'inondation, l'inondation qui est issue des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Bénin ces derniers jours, qui se pose justement comme un premier défi pour nos nouveaux maires. Je vais vous demander à nouveau de reprendre vos plaquettes pour noter cette actualité-là. Je commence par vous cette fois-ci, Alphonse Moïse Souré. Quelle est votre note? La note 5. Inondation, la note 5. Comme par hasard aussi. 5 également pour Prudent à la CEU. Je commence par vous, Alphonse Moïse Souré. Vous avez vu certains maires, notamment Angelo Avadinou, le maire d'Abo Mekalavi, descend sur le terrain en botte, monter dans l'eau, tout ça. Trouvez-vous qu'ils ont les moyens aujourd'hui de faire face à ce phénomène?
Non, les maires qui peuvent lutter contre l'inondation sont tous de la mouvance présidentielle. Vous savez, pendant longtemps, à Cotonou, partout ailleurs, on nous a chanté que l'État central n'a pas libéré les moyens qui puissent permettre de lutter contre l'inondation. Mais le grand problème de l'inondation, on a vendu ce qu'il ne faut pas vendre. Vous savez, l'eau avait des espaces qu'elle occupait naturellement. Mais dans la vente des parcelles, on a tout vendu. Dans la commune de Cotonou, ce que nous appelons vulgairement les vents, les gens les ont vendus. Là où l'eau stagnait, on a tout vendu. Ça veut dire que des gens ont construit ici des lits d'écoulement de l'eau. J'ai eu à dénoncer plusieurs fois la mairie de Cotonou sous l'autre régime où on ne curait pas les caniveaux. Parce que si l'eau ne trouve pas de l'espace pour circuler, l'eau va s'arrêter quelque part. Et quand ça se passe comme ça, ouais, la voie qui mène même à la mairie de Cotonou, Saint-Rita, ouais, quand il pleut, il y a un problème d'aménagement. C'est un défi. Donc aujourd'hui, il faut faire appel aux spécialistes. En matière d'inondation, il y a quand même des gens qui ont fait des études. Il y a le professeur, je crois, Placide Clédio qui a fait des études. Il faudrait qu'on aille visiter ces études-là, qu'on fasse appel aux spécialistes. Il faut qu'on cesse de faire de l'improvisation. N'est pas spécialiste qui veut. Vous avez fait des études, vous, et à Cotonou, il faut libérer l'espace réservé à l'eau. Quand vous construisez sur les espaces réservés à l'eau, c'est forcément l'eau. Quand l'eau, personne ne peut arrêter l'eau, à moins qu'on lui trouve. Vous voyez le pont de Fifaji, là où c'était un bas-fond, on a transformé ça en aire de jeu. Et en temps, l'eau s'arrêtait là. Désormais, l'eau qui va là, l'eau là où? Forcément dans les maisons. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'État, avec le ministre du cadre de vie, puisse trouver les moyens. S'il y a des spécialistes à l'extérieur dont il faut se référer, il faut le faire. Parce que quand il y a une inondation, voilà ce qui se passe. Il y a des gens qui sont obligés de dormir sur les tables. Parfois, l'eau emporte les petits-enfants. Donc, il faut que toutes les énergies se mettent ensemble. C'est pourquoi j'ai dit que dans le développement des communes, ce n'est pas de la politique. Il faut faire appel aux compétences. Si nous avons des compétences, par exemple, à Lomé, au Burkina, au Niger, qui pourraient nous aider à régler cette situation, je demanderai aux maires de faire appel à ces compétences. D'accord, que les maires fassent appel à ces compétences. En tout cas, Angelo Ahuandjinou, le maire d'Abomey-Calavi, n'aura pas attendu d'appeler les compétences. Déjà, il est installé quelques jours après seulement. On a senti des grognes du côté de Womé, d'Abomey-Calavi, un peu partout. Il est descendu lui-même sur le terrain. On parle actuellement de la voie du pont en construction à Toba ou à Hosukweta, où la voie est pratiquement impraticable. Difficile baptême d'entrer en fonction pour le nouveau maire de Calavi, Prudent Nassé. Non, mais il faut d'abord saluer le volontarisme de Angelo Ahuandjinou, parce qu'un maire, c'est avant tout la proximité avec les populations. On l'a vu rentrer sous la pluie. Oui, et ça, c'est propre à lui. Et il faut le lier à sa jeunesse, parce que ceux qui l'ont appelé pour qu'il rentre dans la pluie, ce sont ses amis. Donc, on a vu à ses côtés un certain Ernest Ayati. Tout à fait. Et donc, Ernest Ayati, qui est 6e suppléant sur la liste au niveau de Godomé, lui, il était 3e. Donc, il faut comprendre. En fait, il y a cette proximité-là que le maire a avec les populations de Godomé qui ont touché à sa fibre, je dirais, patriotique et sa proximité, sa promiscuité. Donc, il est descendu. C'est déjà quelque chose. Parce que s'il n'était pas descendu, il n'allait pas apprécier la situation à sa juste valeur. Mais la question cyclique des inondations pose le problème de l'aménagement de notre territoire. Et ce n'est pas que de la compétence des communes. Parce que quand on parle de l'aménagement du territoire, c'est un choix de développement. Et ça incombe d'abord au gouvernement, donc à l'État. Et il y a des déclinaisons qui relèvent des communes. Donc, le curage des caniveaux, comme M. Soulé l'a dit. La question, donc, je dirais, de la libération des nids naturels des eaux. Et ça revient au problème toujours de lotissement qui piétine. Mais quand on observe un peu les inondations de ces derniers jours dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a aussi le piétinement des travaux donc d'urbanisation et les grands travaux de route qui engendrent des dommages collatéraux, notamment au niveau de Toba, parce que c'est une voie qui est en chantier depuis plusieurs années et dont les travaux piétinent. Tout à fait. Et au niveau de Toba, il doit avoir un grand pont. Mais le piétinement des travaux a engendré donc des difficultés aux populations et les eaux donc de ruissellement liées aux pluies qui n'ont plus, puisque ces eaux-là passaient par des caniveaux qui sont engorgés, peut-être même fermés du fait
des travaux, ces eaux-là viennent dans ce bassin-là qui constitue une rétention naturelle de l'eau. Donc, il y a aussi des inondations au niveau de Révier. Donc, des quartiers qui n'ont jamais connu d'inondation par le passé ont été inondés lors de ces dernières pluies. Et ceci est encore lié avec la construction du pont de Sodo. Donc, tout ça, puisque moi, je me suis interrogé, j'ai cherché à comprendre, parce que quand on voit la hauteur des eaux dans des quartiers qui n'ont jamais été inondés par le passé, donc à Cossévier, dans Révier, je crois, où l'eau a atteint des hauteurs de 2 mètres, ou en tout cas les 3 jours de pluie là, donc 2 mètres, et progressivement ça diminue, on doit se poser d'énormes questions. Donc, en réalité, le développement a aussi un prix à payer. Mais en principe, dans ces projets de construction de routes, il faut voir comment est-ce que les travaux vont être conduits pour ne pas créer des préjudices aux populations qui ont droit à un cadre de vie sain. Et là encore, ça interpelle nos dirigeants dans l'élaboration des projets et la supervision surtout des travaux. D'accord, la supervision des travaux, vous savez, hein, il a parlé d'un certain nombre de facteurs tout à l'heure qui favorisent un peu le phénomène de l'inondation. À Cotonou également, on parle des travaux d'asphaltage qui auraient été faits dans des conditions pas trop bonnes. On parle des études qui ont été mal faites. Aujourd'hui, on pointe du doigt ces travaux d'asphaltage-là qui auraient été exécutés sur des nids d'écoulement de l'eau. Mais oui, c'est ce que je disais tantôt, parce que quand les entreprises n'ont pas fait des études de faisabilité pour voir est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible que cet endroit-là, nous puissions faire la route. Si nous faisions la route ici, qui était considérée comme les nids d'eau, est-ce qu'on... vers quelle direction nous allons envoyer l'eau? C'est ça. Moi, je ne condamne pas forcément les entreprises. Je ne condamne pas les entreprises. Peut-être ceux qui ont fait les études. Et qu'est-ce qu'il faut indexer dans cette affaire? Non, tout le monde est coupable. Hein. Tout le monde est coupable. Je dis tout le monde est coupable. Parce qu'il y a des gens qui sont allés acheter. Mais sur ce plan, je voudrais atténuer pour dire que les travaux d'asphaltage doivent être achevés au mois de juin. Il y a eu des piétinements quelque part. Donc, ces travaux-là, n'ayant pas été achevés, les caniveaux ne sont pas ouverts pour que les eaux de l'eau circulent naturellement. Donc, après la fin de la première phase, qui est prévue normalement pour juin, il y aura naturellement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ces travaux-là, leur ralentissement et la survenue des pluies, les travaux n'étant pas achevés, ça a engendré quelques dommages collatéraux. Donc, en principe, il est urgent aujourd'hui qu'au niveau des communes et au niveau de l'État central, et ça, le maire de Calavi l'a dit hier, on voit dans quelle mesure on peut rapidement pomper ces eaux-là. Ça fait partie des questions abordées lors de la session. De la première journée de la session. Donc, le maire a dit qu'il a rencontré le ministère du cadre de vie qui viendra en appui aux communes pour pomper ces eaux-là. C'est une solution urgente en attendant justement que les travaux d'asphaltage ne soient livrés. D'ambition, ce nouveau maire. Il faut une certaine promptitude. Voilà, la promptitude surtout. Parce que quand on ne le fait pas, l'eau qui stagne, ça crée des maladies. Donc, je voudrais que chacun, que ce soit les maires, que ce soit surtout les grandes communes doivent avoir aujourd'hui des camions, des engins. Oui, c'est pourquoi je dis que les maires devaient travailler en collaboration avec l'État central. Parce que aujourd'hui, l'État a les moyens d'aider ces communes-là à avancer. Parce que quand on ne soit pas les grands moyens pour vite pomper l'eau, ça va causer d'autres dégâts collatéraux. Donc, aujourd'hui, que chacun prenne ses responsabilités. Et je salue quand même le gouvernement qui a aujourd'hui interdit la vente des réserves administratives. C'est ça. Parce qu'on vend tout. Ça a un rapport? Vous trouvez qu'il y a un rapport entre cette décision-là et la survenue de l'inondation aujourd'hui? Vous savez, moi, j'ai toujours dénoncé le fait qu'on ait vendu l'espace naturel réservé à l'eau. Parce que quand l'eau ne trouve... Mais ce n'est pas dans les vents que l'État viendra construire les infrastructures socio-communautaires, les édifices publics. C'est pas parce que c'est le réserve administrative que forcément on doit construire quelque chose. Ça veut dire que ça appartient à l'État. L'État en fera ce qu'il veut. Mais quand vous, pour des intérêts sordides, vous vendez tout, ça pose problème. C'est une bonne mesure, même si elle est tardive, parce que ces réserves-là, généralement, c'est les parcelles de seconde zone qui constituent les réserves, les bas-fonds. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il faut que l'État prennent ses responsabilités dans le lotissement de notre territoire. Il faut lotir tout le territoire national. Il faut trouver les députés en principe. Voilà les choses urgentes sur lesquelles les députés devraient se pencher et prendre des lois. Peut-être voir dans quelle mesure en urgence on va contraindre les communes, peut-être sur la base de prêts, à lotir
leur périmètre pour que la question de l'aménagement du territoire soit totalement réglée. Comme ça, le gouvernement, dans l'arbitrage, pourra avoir une idée sur les réserves. Parce que quand on observe aujourd'hui, les écoles sont construites dans des ruelles ou inaccessibles. Or, en principe, les infrastructures publiques doivent être bien situées. Nos marchés, vous voyez, il y a des marchés dans certains lotissements qui sont mis pratiquement dans des ruelles inaccessibles. Donc, ce sont des choses qui gênent, qui dérangent. Or, si l'État ne s'y met pas, les communes vont toujours, je dirais, passer à côté de leur capacité de maîtrise d'ouvrage. Parce que dans le lotissement, la commune est maître d'ouvrage. Mais à l'opérationnel, ce sont les géomètres qui manœuvrent et qui gèrent avec quelques élus. Et c'est dommage. Vous avez quelque chose à ajouter? Dans les médias, il faudrait qu'on commence par curer le caniveau. Parce que quand vous passez dans les villes, vous voyez qu'il y a encore, les caniveaux sont bouchés, l'eau ne circule pas. Donc le premier réflexe, c'est de curer les caniveaux pour permettre aux eaux de ruissellement de circuler. Au moins l'inondation va baisser un peu, mais quand on refuse d'aller vite, quand on refuse d'aller très vite, c'est comme ça ce que ça donne. Alors merci, chers confrères, d'avoir accepté et partagé avec vous votre lecture, vos opinions sur ces différentes actualités. Je vous rappelle que nous avons abordé la probable candidature du professeur des facultés de droit, Frédéric Joël Aïvo, qui multiplie ces derniers temps les contacts dans la perspective des prochaines élections présidentielles. Nous avons également abordé en deuxième sujet le phénomène de l'inondation qui fait beaucoup de bruit actuellement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre plateau.